Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. À la une de cette édition, le Kenya ambitionne de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays a par ailleurs déposé sa candidature, soutenue par l'Union africaine. Si elle affronte pour cette place Djibouti, la candidature kenyane montre de sérieux atouts, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. En Afrique du Sud, l'impact économique du coronavirus inquiète les acteurs de l'industrie touristique. Selon le Tourism Business Council of South Africa, près de 600 emplois directs pourraient être supprimés si le secteur ne se remet pas en marche d'ici septembre prochain. Et coup de projecteur sur la production de solutions hydroalcooliques au Sénégal, initiée par la promotion 2020 des pharmaciens de l'université Cheikh Anta Diop. Cette production a pour destinataire le personnel soignant en première ligne face à la maladie. Mais avant de développer ces titres, l'État du Borno au nord-est du Nigeria a à nouveau endeuillé. Ce samedi 13 juin, 2 attaques successives y ont pris place. Les assaillants se sont dans un premier temps introduits dans le village de Goni Ousmanti, où ils se sont retrouvés face à une milice d'autodéfense soutenue par le gouvernement. Milice qui s'est avérée en sous-nombre face à l'ennemi. Ce dernier a ensuite poursuivi sa route à Monguno, à une 60aine de kilomètres de là, où ils ont affronté pendant 2 heures des militaires. À la suite de ces 2 attaques, toutes 2 revendiquées par l'ISWAP, organisation de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, un bilan provisoire fait état d'une 60aine de morts. Le Kenya, candidat à un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans son programme articulé en 10 points, le pays présente de sérieux atouts pour représenter le continent, notamment une expérience significative dans la lutte contre le terrorisme, et bénéficie d'un soutien de taille dans sa quête, celui de l'Union africaine. On fait le point dans ce sujet de Jacob Mboka. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se prépare à l'élection de 5 nouveaux membres non permanents pour l'exercice 2021-2022. Le Kenya est donc candidat à un siège pour la zone Afrique. Le pays du président Uhuru Kenyatta, qui bat déjà campagne, brandit ses différents atouts pour son élection afin de représenter valablement les continents. Notre motivation s'explique par le fait que les leaders africains au sein de l'Union africaine ont examiné pour choisir qui a le meilleur profil pour représenter le continent au sein du Conseil de sécurité. Ils se sont dit, le Kenya, vous avez le profil requis pour nous représenter. Alors, nous leur avons dit, nous sommes préparés pour assumer avec succès cette responsabilité. Avec son expérience dans la lutte contre le terrorisme, le Kenya s'est dit disposé à apporter sa contribution au Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'exécution de sa mission de paix et de sécurité dans le monde. Le pays brandit par ailleurs son expérience démocratique avec le concept construire les ponts qui encourage les gagnants d'élections de travailler avec le perdant. Nous avons une bonne expérience dans plusieurs domaines, notamment en démocratie. Nous avons un système qui a ramené la paix et que nous encourageons les autres pays d'Afrique à expérimenter. Celui-ci consiste à considérer que ton challenger aux élections n'est pas ton ennemi. Si vous êtes élu et vous mettez en place votre gouvernement, vous pouvez travailler ensemble. Composé de 15 membres, dont 5 permanents, le Conseil de sécurité joue un rôle déterminant dans le concert des nations. Le renouvellement partiel de ces conseils, qui vise 5 membres, aura lieu le 17 juin. Rappelons que l'Afrique peine encore à faire entendre sa voix sur sa demande de disposer d'un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. Dans l'actualité également, des pourparlers ont été engagés ce dimanche entre la Somalie et le Somaliland en vue de l'indépendance de ce dernier. Une première depuis la sécession de la province en 1991. Mus Bibi, le leader autoproclamé du Somaliland, et le président de la Somalie, Mohamed Farmajo, se sont rencontrés à Djibouti. Ce sommet s'est tenu sous la houlette du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, accompagné dans cette mission par le chef de l'État djiboutien, Ismaël Omar Guelleh. Une première étape, selon certains observateurs, vers la résolution des relations conflictuelles entre les 2 nations, et ce, à travers des négociations.
La vague de contestation continue de se répandre au Mali. Face au succès de la manifestation du 5 juin dernier, de plus en plus d'associations ont décidé de se rallier à la coordination des mouvements et associations et soutien à l'imam Mahmoud Dicko, le Front pour la sauvegarde de la démocratie et Espoir Mali Koura. Ainsi est né le mouvement du 5 juin au Mali, mouvement qui, pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, va de nouveau battre le pavé dans Bamako, la capitale. Les précisions de Mokhtar Bari. Le 5 juin dernier, la coordination des mouvements, associations et soutien à l'imam Mahmoud Dicko, le Front pour la sauvegarde de la démocratie et Espoir Mali Koura réunissait des milliers de Maliens dans les rues de Bamako. Face au succès de cette marche, nombre d'associations et personnalités frappent à la porte du triumvirat qui devient le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Nous avons toujours voulu qu'il y ait un grand rassemblement des patriotes, des républicains, pour affirmer le changement du Mali. Parce qu'il faut que le Mali change. Il faut. Et c'est pour ça que nous sommes battus dans le cadre du dialogue national pour qu'il y ait une vraie refondation. Le Mali de demain ne fonctionnera pas s'il n'y a pas une refondation de notre pays, de nos institutions. Le mouvement du 5 juin continue de consulter et de ratisser large en vue de prochains mots d'ordre. Il campe toujours sur sa décision, à savoir le départ du président de la République. Notre feuille de route est tracée. Elle est toujours cette démission et la démission du régime. Il est question aujourd'hui des négociations. Ces négociations, il doit y avoir, elles doivent concerner justement cette feuille de route. En réponse à ces mouvements et manifestations, les associations et partis politiques de la mouvance présidentielle avaient projeté une marche ce samedi avant de faire marche arrière. Au Nigeria, l'impact du Covid-19 se fait ressentir au niveau économique. Le prix du litre d'essence y est désormais de 145 naira, tarif qui marque la fin des subventions sur le carburant instaurées par les autorités. Une victoire pour les acteurs du secteur qui depuis longtemps attendaient la fin de ce régime. Kamesh Katapoulé et Ange Bijonomegno. Le gouvernement a décidé de supprimer les subventions sur le carburant. Et pour cause, l'impact de la crise sanitaire liée au coronavirus est venu asphyxier l'économie nationale, très dépendante de la rente pétrolière. Premier producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, le pays s'est en effet retrouvé affaibli par la pandémie de coronavirus qui a fait chuter les cours du pétrole. La fin des subventions répond donc à une urgence nationale, alimenter les comptes de l'État. Dans le cadre de sa politique de diversification économique, puisse envisager des mesures de libéralisation, ou si vous voulez, de déréglementation des prix des produits pétroliers. Les circonstances s'y prêtent parce que nous sommes dans un environnement de bas prix du baril à travers le monde entier, lequel bas prix se répercute également dans les économies nationales. Vous voyez que tous les prix à la pompe ont sensiblement chuté de par le monde entier. Malgré ce statut de premier producteur de pétrole, la réalité est tout autre. Le Nigeria est en effet contraint d'importer du carburant car ses 4 raffineries sont vétustes. Pour ne pas laisser les Nigérians endosser ce problème de dépendance, l'État a donc choisi d'assumer une partie des prix du carburant. Mais la prise en charge est onéreuse. Chaque année, elle coûte au gouvernement près de 4 milliards de dollars, selon Emmanuel Chaku, ancien secrétaire d'État au pétrole. Aujourd'hui, entretenir des subventions pétrolières alors que les revenus pétroliers sont en sensible baisse, ça serait le non-sens total. Actuellement, le prix du litre d'essence se chiffre à 145 naira, soit environ 32 centimes d'euros. Un chiffre bien moindre comparé à son voisin le Bénin, où le litre est d'environ 535 francs CFA, soit 82 centimes d'euros. Un impact également ressenti en Afrique du Sud et notamment au sein du secteur touristique. À l'arrêt depuis l'arrivée dans le pays de la pandémie, les projections du secteur touristique sont mauvaises. Si en septembre le marché ne redémarre pas, ce sont en effet 600 emplois qui sont menacés dans le pays. Les explications dans ce sujet de Kamesh Katapoulé.
Tourisme sud-africain mis à mal par le coronavirus. Selon le Tourism Business Council of South Africa, des pertes d'emplois d'une grande ampleur sont à prévoir au sein de ce secteur. La société indique en effet que 600 000 emplois directs sont voués à disparaître si l'industrie touristique ne se remet pas en marche d'ici le mois de septembre. Actuellement, l'organisation estime que 40 000 emplois ont déjà été supprimés. Le secteur privé du tourisme sud-africain, sous l'égide du Tourism Business Council of South Africa, s'est engagé dans la stratégie de relance du tourisme actuellement en cours d'élaboration par l'Office du tourisme sud-africain. Tourism Business Council of South Africa plaide sans équivoque pour la réouverture progressive du tourisme international en Afrique du Sud cette année, dès septembre 2020. Pour assurer la relance du tourisme, l'organisation prévoit un plan en 3 phases. Il consiste à ce que l'Afrique du Sud ouvre progressivement ses frontières en fonction de l'évolution de la situation épidémique, le tout avec la mise en place de protocoles sanitaires stricts. Avec ce plan, le TBCSA espère ainsi relancer l'industrie touristique à temps pour la saison estivale qui s'étend de novembre à mars. Ce secteur va se relever graduellement au fur et à mesure que toute la communauté des touristes va s'approprier des nouvelles conditions de voyage qui vont certainement être différentes, va s'approprier des nouvelles conditions sanitaires préalables à l'accès au pays. Pour rappel, le tourisme en Afrique du Sud constitue un fort potentiel pour l'économie nationale. Selon un rapport du Tourism Satellite Account of South Africa, le tourisme représentait 2,7% du PIB en 2018, soit un chiffre d'affaires estimé à 138 milliards de rands. Covid-19 toujours, mais au Sénégal, depuis l'arrivée mi-mars du virus dans le pays, les autorités sanitaires sont en alerte. Les initiatives de prévention et de sensibilisation s'y multiplient, mais pas que. Un groupe de pharmaciens s'est notamment lancé dans la production de gel hydroalcoolique afin de permettre au personnel soignant de se protéger davantage. Notre correspondant Elaine Ndiaye est allé à la rencontre. Les initiatives dans la lutte contre le coronavirus ne manquent pas au Sénégal. Ici, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ces jeunes pharmaciens sont actuellement dans la production de solutions hydroalcooliques. Leur objectif est de ravitailler les personnels soignants qui sont en contact direct avec les malades. Et donc c'est dans le contexte par rapport à cette pandémie, c'est dans également l'objectif d'apporter notre savoir-faire, notre expertise à la population et que nous nous sommes mis dans cette production. Le nombre que nous pouvons produire par jour, il est plus ou moins relatif. Tout dépend déjà de la disponibilité du matériel. Mais à des moments, on produisait plus de 1000 flacons par jour. Et plus de 1000 flacons par jour, ça peut se faire en 4 ou à 5 heures de temps. Ces solutions hydroalcooliques sont réalisées selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire qu'elles sont efficaces non seulement pour prévenir le coronavirus, mais également pour lutter contre d'autres infections. Mettre leurs compétences au service de leur pays et le savoir-faire local, tel est le leitmotiv de ces jeunes. Cette maladie nous a permis un peu de montrer le savoir-faire de nos étudiants. Montrer que ce que nous faisons au niveau donc de nos facultés, les produits que nous formons, ce sont des produits de qualité. Et je pense que c'est important, cette pandémie nous donne l'occasion de le montrer. Et je pense qu'il faut qu'on en profite pour maintenant mieux croire en nous. Il est important aujourd'hui que tout ce qu'il nous faut comme moyen de lutte puisse être produit localement. Et je pense que ça permet d'avoir une production beaucoup plus importante à un coût moins élevé que par exemple ce que nous achetons dans les officines ou ailleurs. Cette promotion sortante de pharmacie 2020 incarne l'expertise locale comme leur parrain, le professeur Souleymane Mboup, co-découvreur du VIH2 en 1985. Ils ont la capacité de produire d'importantes quantités, mais sollicitent un accompagnement de la part des autorités. Ceci pourra permettre de lutter efficacement contre le coronavirus qui dénombre plus d'une quarantaine de décès au Sénégal. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.